Bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, mon collègue Zouher Kihel et moi, Saad El Baouchi, nous allons vous présenter un sujet très important, ce qui concerne la sécurité informatique grâce au logiciel libre. Alors, comme plan, nous allons traiter trois axes: la sécurité informatique, le logiciel libre et une partie pratique. Mouvement à la fois philosophique et pragmatique, le logiciel libre est intrinsèquement lié à l'histoire de l'informatique et d'Internet. Ce mouvement trouve cependant des échos dans le domaine culturel et participe à des réflexions sur le droit d'auteur. L'informatique électronique sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. Smartphone, ordinateur, au travail ou à la maison, chez le médecin ou au supermarché, même dans les voitures. Peu de domaines y échappent. Au-delà de l'aspect purement matériel de ces équipements, les logiciels qui les font fonctionner sont tout aussi importants. Œuvres de l'esprit, à certains égards véritables créations artistiques, ils sont comme tels protégés par le droit d'auteur et le copyright. Le mouvement du logiciel libre, né autour de ces œuvres, est un facteur important dans les réflexions sous-tendant tout le domaine informatique actuel, ainsi que dans le domaine de la culture et du droit. Enfin, il convient de préciser la notion de logiciel libre, parfois mal interprétée en raison de l'ambiguïté avec l'idée de gratuité des logiciels et de l'emploi du terme anglais free, pouvant soit faire référence à la gratuité, mais surtout ici à la liberté. Le risque en termes de sécurité est généralement caractérisé par l'équation suivante: risque égale menace fois vulnérabilité sur contre-mesure. La menace représente le type d'action susceptible de nuire dans l'absolu, tandis que la vulnérabilité, appelée parfois faille ou brèche, représente le niveau d'exposition face à la menace dans un contexte particulier. Enfin, le contre-mesure est l'ensemble des actions mises en œuvre en prévention de la menace. Les contre-mesures à mettre en œuvre ne sont pas uniquement des solutions techniquement, mais également des mesures de formation et de sensibilisation à l'intention des utilisateurs, ainsi qu'un ensemble de règles clairement définies. Afin de pouvoir sécuriser un système Linux, Windows ou Mac, il est nécessaire d'identifier les menaces potentielles et donc de connaître et de prévoir la façon de procéder de l'ennemi. Alors, le logiciel libre joue un rôle très important dans la sécurité informatique et qui sert à régler leurs problèmes. Mais il ne donne pas une sécurité à 100%, mais quand même une sécurité informatique. Alors, c'est quoi une sécurité informatique? Tout d'abord, la sécurité informatique est une discipline qui se veut de protéger l'intégrité et la confidentialité des informations stockées dans un système informatique. Quoi qu'il en soit, il n'existe aucune technique capable d'assurer l'inviolabilité d'un système. Un système informatique peut être protégé du point de vue logique, avec le développement des logiciels ou physiques. Concernant la manutention électrique, par exemple, par ailleurs, les menaces peuvent dériver du programme malveillant qui s'installe sur l'ordinateur de l'utilisateur, comme un virus, ou venir à distance, des délinquants qui se connectent sur Internet et qui rentrent dans ces différents systèmes. Parmi les outils les plus courants de la sécurité informatique, il y a lieu de mentionner les programmes antivirus, les firewalls, pare-feu, le cryptage de l'information et l'utilisation des données d'accès, mot de passe. Un système sécurisé doit être complet. Les informations ne peuvent être modifiées que par les personnes autorisées, confidentielles. Les données doivent être lisibles uniquement aux utilisateurs autorisés. Irréfutable, l'utilisateur n'est pas en mesure de nier les actions qu'il a effectuées et avoir une bonne disponibilité et doit être stable. Cependant, comme la plupart des domaines de la sécurité, l'essentiel est la capacitation, la formation des utilisateurs. Une personne qui sait comment se protéger des menaces saura comment utiliser ses ressources de la meilleure façon pour éviter les attaques ou les accidents. Autrement dit, la sécurité informatique a pour but de veiller à ce que les ressources d'un système d'information puissent être utilisées, telles qu'une organisation ou qu'un utilisateur l'ait décidé,
sans interférence. Alors, pourquoi la sécurité informatique est importante? Mettre en place un système de sécurité fiable et efficace permet aux entreprises d'assurer en quelque sorte leur progression dans le temps et de diffuser une image positive. Les principales raisons étant l'image de sécurité, fiabilité et stabilité, qui met la clientèle et les collaborateurs en confiance lorsqu'ils font affaire avec l'entreprise. Sur le plan financier, la réduction des pertes de données et la conformité aux exigences de certains partenaires et fournisseurs permet de faire des économies sur les coûts technologiques. Mettre en place une sécurité informatique permet à l'entreprise de réaliser un gain énorme grâce à la proximité et à la rapidité de service. Les employés accèdent plus facilement et rapidement aux ressources informatiques. Donc pourquoi miser sur la sécurité informatique? Afin d'avoir une protection exhaustive de l'entreprise, il ne suffit pas seulement d'installer un système de sécurité, mais mettre en place celui qui répond le plus efficacement possible aux besoins de sécurité de l'entreprise. Il est donc important de bien le choisir. Un système de sécurité doit avant tout assurer la protection externe et interne du système d'information, garantir en tout temps la confidentialité des communications, s'aligner à la culture de l'entreprise, contrôler l'accès à leurs ressources informatiques avec certitude, garantir le retour sur investissement et à la fin flexible et souple, invariable quel que soit l'état de l'entreprise. Malheureusement, grand nombre d'entreprises ne considèrent pas l'importance du système de sécurité et son impact sur l'entreprise. Or que la politique et architecture de sécurité s'alignent au développement technologique, préserve les biens informationnels des entreprises et permet de surcroît de promouvoir leur développement. Passons maintenant au type de logiciels. Les logiciels en informatique sont par opposition au matériel informatique un ensemble de programmes et de procédures qui apportent des fonctionnalités nécessaires ou non au fonctionnement d'un système informatique. Ils peuvent être classés en différentes catégories. Alors quelles sont-elles? Il y a les logiciels payants ou logiciels propriétaires. Les logiciels propriétaires sont ceux-là qui sont conçus, puis commercialisés par un prestataire informatique. Ces outils sont vendus aux utilisateurs via des magasins spécialisés en ligne ou encore à l'achat d'un ordinateur. Concrètement, si vous êtes une entreprise située à Deauville, un gestionnaire de parc informatique comme MVD vous permettra de sécuriser votre société. Notez bien que l'utilisateur se soit procuré ce type de logiciel. Ses droits sur celui-ci sont assez limités. Seul le droit à l'utilisation lui sera accordé. Il ne peut bénéficier du droit à l'exploitation. En d'autres termes, il ne lui est pas permis de revendre le logiciel qu'il y a lui-même acheté et qui se retrouve par défaut sur son ordinateur. Il faut également souligner que le droit à la transformation ou à la modification n'est pas accordé à l'utilisateur, quelle que soit sa maîtrise de l'outil informatique. La sécurité informatique mise en place ne lui permet pas de modifier l'algorithme de base du logiciel. Seule l'entreprise d'informatique qui a conçu le logiciel peut le modifier. Aussi, il n'est pas permis à l'acquéreur d'un logiciel payant de copier une partie même si celle-ci infirme à diverses fins. Ce type de logiciel dispose en effet d'un copyright. Vous pouvez donc être sanctionné si un audit informatique ou une supervision informatique est fait. Parmi les logiciels payants les plus connus, on retrouve le système d'exploitation Windows ainsi que ses packs. Par exemple, on trouve le Netscape Navigator qui était un navigateur web qui a dominé le marché au milieu des années 1990. Celui-ci a régressé face à la concurrence d'Internet Explorer. Il était édité par la société Netscape Communication, faisant maintenant partie du groupe TimeWire. Le logiciel était disponible sur les plateformes Windows, Unix et macOS. Son support a cessé le 1er mars 2008, mais il est à l'origine du navigateur Mozilla Firefox et ce logiciel est toujours en développement. Aussi on trouve les logiciels gratuits ou graciels.
Également conçu par une infrastructure informatique entreprise, ce type de logiciel est donné gratuitement aux utilisateurs. Ceux-ci peuvent télécharger le logiciel sur le net ou l'obtenir sous forme de CD-ROM ou autre matériel informatique en se rendant dans les magasins de dépannage informatique ou de maintenance informatique. Contrairement aux logiciels payants, ceux-ci peuvent être copiés et partagés. Elle n'est pas cependant pas permis à l'utilisateur de modifier leur code source. Autrement dit, ce sont des logiciels qui ne peuvent être exploités qu'à la condition que le concepteur le veuille bien. La plupart du temps, les logiciels gratuits sont conçus à des fins marketing. Ils sont créés pour promouvoir une entreprise, un produit ou des services informatiques. De ce fait, il arrive souvent qu'ils soient gratuits, mais uniquement pour une durée limitée qui est généralement de 6 ou 12 mois. Une fois cette période passée, après que l'entreprise ait atteint ses objectifs commerciaux, le logiciel ou tout au moins certaines de ses fonctionnalités devient payant. Il s'agit d'un type de logiciel qui est souvent très performant puisque le but visé est justement de séduire les utilisateurs afin que ceux-ci soient plus tard intéressés par la version payante. Par exemple, on trouve le logiciel Skype. C'est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet ainsi que le partage écran. Les appels d'utilisateur à utilisateur sont gratuits, tandis que ceux vers les lignes téléphoniques fixes et téléphones mobiles sont payantes. Il existe des fonctionnalités additionnelles comme la messagerie instantanée, le transfert de fichiers et la visioconférence. Enfin, il y a les logiciels libres. La particularité d'un logiciel libre est qu'il confère tous les droits à l'utilisateur. Ce dernier peut copier, partager et même modifier le code source du logiciel s'il a reçu une formation informatique pour le faire, et ce en toute légalité. On dit de ces logiciels qu'ils sont open source parce que leur code source est ouvert à tous. On retrouve les logiciels libres dans tous les domaines, notamment dans celui de la gestion locative, la facturation, les ERP et les CRM, etc. Soulignant qu'il est possible de retrouver sur le marché de logiciels libres qui sont payants et autres qui sont gratuits. Enfin, on observe que le logiciel propriétaire nous donne que la possibilité de l'utiliser, mais ne pas le redistribuer ou le modifier. La même chose pour le logiciel shareware, mais le logiciel freeware nous donne la possibilité de l'utiliser et le redistribuer, mais pas le modifier. Mais le logiciel libre est le meilleur parce qu'il nous donne la possibilité de l'utiliser, le redistribuer et le modifier. Puisque les logiciels libres sont les meilleurs, alors quelle est leur origine? À l'aube de l'informatique, le logiciel est vu comme un simple expédient pour ordinateur. Les utilisateurs sont invités à l'utiliser, le modifier librement et des communautés se créent autour de certains logiciels, selon leur fonction ou leur langage. Durant les années 1960 et 1970, les choses changent. Certains utilisateurs se dressent contre les logiciels fournis avec le matériel, critiquant une vente forcée dont le coût est caché. En 1969, le gouvernement américain attaque IBM pour cette pratique liée au matériel et logiciel. Et dans les années 1970, des logiciels avec des licences restrictives interdisant modification ou redistribution commencent à être commercialisés. En 1980, les lois américaines sur le copyright furent ainsi modifiées pour inclure les logiciels dans leur champ d'action, permettant aux sociétés de restreindre leur distribution. En 1983, en réaction à cette évolution globale qu'il juge négative, Richard Stallman, chercheur au MIT, lance le projet GNU, dont le but est de créer une chaîne logicielle libre. Et en 1985 est créée la Free Software Foundation afin de soutenir ce projet et des licences logicielles spécifiques utilisant le droit d'auteur pour promouvoir cette philosophie sont alors mises en point. La Free Software Foundation définit 4 libertés principales.
Premièrement, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, puis la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à vos besoins. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. En plus, la liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin. Et on trouve enfin la liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations, pour en faire profiter toute la communauté. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. L'objectif de ces libertés est à la fois philosophique et pratique en soutenant et en valorisant les logiciels libres et labellisation tout en s'assurant qu'ils resteront libres. La licence EBCD pour Berkeley Software Distribution est créée en 1988 et permet à un développeur d'utiliser du code libre même dans un logiciel propriétaire. Ce code perdant alors son caractère libre. L'accent est ainsi mis sur la qualité de code et sa réutilisation, plutôt que sur la licence. L'important étant que le code ait fait ses preuves et qu'il améliore le logiciel. L'Open Source Initiative est fondée en 1998 dans le but de promouvoir le logiciel libre auprès des grandes sociétés en s'appuyant sur des arguments pragmatiques comme la robustesse d'un code ayant été utilisé dans de nombreux projets ou les nombreuses fonctions déjà implémentées qu'il est possible de réutiliser rapidement, et non philosophiques, comme le fait la Free Software Foundation depuis comme nous le verrons par la suite. Le mouvement a su trouver écho auprès de nombreuses sociétés. Parmi les logiciels libres, on trouve par exemple le VSC Media Player, est un lecteur multimédia, libre et gratuit issu du projet Videoland. Ce logiciel multiplateforme, créé et maintenu en France, fonctionne entre autres sous Windows, GNU Linux, BSD, macOS, iOS, Android, soit en tout près de 20 plateformes. Il est distribué sur GPL et disponible dans 69 langages, un des grands ajouts de VLC, et qu'il intègre les codecs nécessaires à la lecture de la plupart des formats audio et vidéo. Cela lui permet de lire, mais aussi de convertir un format dans un autre. Il peut être extraire le son d'une vidéo. Le lecteur est capable de lire un grand nombre de flux réseau et se montre par ailleurs tolérant avec les flux légèrement endommagés, allant jusqu'à les séparer de son mieux. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs en 2019, notre VLC est l'un des lecteurs multimédia les plus utilisés, principalement en Europe, en Inde et aux États-Unis. Il fait partie de la liste des logiciels libres préconisés par l'État français. Plus, on trouve GIMP. C'est un outil d'édition et de retouche d'images, diffusé sous la licence GPL v3, comme un logiciel gratuit et libre. Il en existe des versions pour la plupart des systèmes d'exploitation, donc GNU Linux, macOS et Microsoft Windows. Le logiciel est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l'État français, dans le cadre de la modernisation globale de ces systèmes d'information, SI. GIMP a des outils utilisés pour la retouche et l'édition d'images, le photomontage, le dessin à main levée, réajuster, renier, convertir entre différents formats d'images, et diverses tâches plus spécialisées. Les images animées comme les fichiers GIF et MPEG peuvent être créées en utilisant un plugin d'animation, en utilisant les calques et la transparence. Le logiciel peut servir à tracer de la rotoscopie. Les développeurs et maintenants de GIMP souhaitent créer un logiciel d'infographie gratuit haut de gamme pour l'édition et la création d'images originales, de photos, d'icônes, d'éléments graphiques, de pages web et d'art pour les éléments de l'interface de l'utilisateur. Et en plus, on trouve Mozilla Firefox est un navigateur web libre et gratuit disponible pour PC, Windows, macOS, Linux, BSD, etc. et mobile, Android, iOS. Développé et distribué par la Mozilla Foundation depuis 2003, avec l'aide de milliers de bénévoles. L'entreprise Mozilla Corporation est créée en 2005 pour se charger du développement Firefox. A connu un succès croissant, dépassant 1,2 milliard de téléchargements en janvier 2010, devenant le principal concurrent d'Internet Explorer. En décembre 2010, Firefox devient le navigateur le plus utilisé en Europe, devant Internet Explorer et Google Chrome. Depuis 2010, il sort de la navigation sur smartphone. Firefox a vu sa part du marché des navigateurs web décroître d'environ 35% à 4%,
En 2021, 8% sur PC, au profit notamment de Google Chrome et de Safari. Firefox compte 196 millions d'utilisateurs actifs dans le monde en 2021. Mozilla, qui finance le développement de Firefox, se rémunère par les dons et les partenariats depuis les années 2000. L'essentiel des revenus de la Foundation provient de Google Node 2, puis que l'organisation cherche à le diversifier. En 2019, l'agence allemande de sécurité informatique PSI recommande Firefox considérant qu'il est le navigateur le plus sécurisé. Enfin, on trouve Python. C'est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateforme. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d'un système de gestion d'exception. Il est ainsi similaire à Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk et TCL. Le langage Python est placé sous une licence libre proche de la licence BSD4 et fonctionne sur la plupart des plateformes informatiques, des smartphones aux ordinateurs 135, de Windows à Unix, avec notamment GNU Linux, en passant par macOS ou encore Android, iOS, et peut aussi être traduit en Java ou .NET. Il est conçu pour optimiser la productivité des programmeurs en offrant des outils de haut niveau et une syntaxe simple à utiliser. Il est également apprécié par certains pédagogues qui y trouvent un langage où la syntaxe, clairement séparée des mécanismes de bas niveau, permet une initiation aisée au concept de la base de la programmation. Passons maintenant à notre dernier axe, ce qui concerne la partie pratique. Nous allons traiter un logiciel libre qui s'appelle LibreOffice. LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite dérivée du projet OpenOffice.org, créé et géré par The Document Foundation LibreOffice, et notamment soutenu par la Fondation pour le logiciel libre, et rassemble une grande partie de l'ancienne communauté d'OpenOffice.org. En France, LibreOffice est intégré au socle interministériel de logiciels libres de l'État. L'interface utilisateur est disponible en 114 langues. Quand vous voyez ici l'interface LibreOffice, LibreOffice offre la possibilité d'importer des fichiers de votre bureau et même il offre des modèles que vous pouvez les utiliser comme par exemple CV, résumé, une carte visite avec un logo, une lettre commerciale moderne et plein de modèles. Et même les packs du LibreOffice, par exemple on trouve Document Writer, son équivalent et Microsoft Word dans le Microsoft Office, classeur et présentation Office, etc. Prenons par exemple Document Writer. Comme vous voyez ici, l'interface du Document Writer est la même que celle du Microsoft Word. Comme vous voyez ici, vous pouvez insérer des textes, par exemple j'ai mis send, et vous pouvez modifier les caractères, la format, le style du texte, et puis enregistrer les fichiers. Comme vous voyez ici, LibreOffice offre plein formats d'enregistrement des fichiers, et même que vous pouvez enregistrer les fichiers avec un mot de passe ou un chiffre avec une clé GPG. Comme déjà mentionné, LibreOffice est une suite bureautique open source, moderne et facile à utiliser pour le traitement de texte, les classeurs et les présentations et plus encore. Ce logiciel a pu se développer petit à petit et c'est devenu un logiciel fiable et que plusieurs gens en sont reconnaissants.
J'espère que notre vidéo était utile pour vous. Merci pour votre attention et n'oublions pas que ce travail était encadré par notre professeur du système d'exploitation Mohamed Zanan. Au revoir, à la prochaine.